C'est là que j'ai du mal. J'ai du mal à comprendre le niveau d'animosité dirigé contre Israël en ce moment. Pas parce que je pense qu'Israël devrait être à l'abri de toute critique, et pas parce que je pense que les États-Unis ont une obligation particulière de mener la guerre d'Israël à leur place. Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas ça, mais je regarde la situation et je ne comprends pas. Je regarde des organisations comme le Hamas, engagées dans le génocide selon leur charte, qui à chaque occasion mènent ces activités, militarisant écoles, mosquées et hôpitaux. Quand des tirs de contre-batterie visent ces lieux, on dit « Je n'arrive pas à croire qu'Israël ait bombardé un hôpital ». Pourtant, c'est le Hamas qui les a rendus cibles militaires. Un étudiant anti-Israël s'est présenté à un événement de la IAF, la Fondation des Jeunes pour l'Amérique, et il s'est fait complètement remettre à sa place. Regardez. Charlie Kirk a été assez critique envers Israël ces dernières années. Oui, Il a affirmé qu'il prévoit un nettoyage ethnique de UX millions et demi de personnes à Gaza et pense qu'un ordre de ne pas intervenir a été donné le 7 octobre. Il a dit qu'il avait pris un hélicoptère de Jérusalem à Gaza et que cela avait pris environ 45 minutes, mais qu'il leur avait fallu environ 6 à 9 heures pour réagir. Comment répondriez-vous à quelqu'un comme moi qui croit cela? Pour être chrétien, on ne peut pas être libéral moralement, mais on ne peut pas non plus être pro-vie et être pro-Netanyahou, et que nous devrions arrêter d'envoyer des chèques en blanc sans fin à des pays étrangers. Alors, quand il s'agit de ça, disons-le comme ça. J'ai toujours été globalement favorable au droit d'Israël d'exister, n'est-ce pas? Eh bien non, je soutiens le droit d'Israël à exister en tant qu'État-nation. Pour l'aide étrangère, je ne pense pas que le gouvernement des États-Unis soit obligé d'accorder une aide internationale à un autre pays. Nous en faisons déjà trop. Cela ne signifie pas que l'aide étrangère est toujours inacceptable. Parfois, elle est justifiée. Mais le problème que je vois en ce moment, c'est que nous faisons face à une dette de 39 000 milliards de dollars. Nous avons une monnaie en pleine inflation incontrôlée. Il y a beaucoup de problèmes que nous devons résoudre. Et je pense que nous devrions probablement réorienter notre attention sur ces problèmes-là. Maintenant, cela dit, je ne suis pas d'accord avec Charlie sur certaines de ses autres déclarations. Et encore une fois, je vous crois quand vous dites que Charlie a dit ça. Je ne pense pas qu'ils essayèrent de procéder à un nettoyage ethnique de Gaza. Je ne le pense tout simplement pas. Et je ne dis pas cela parce que je soutiens généralement Israël et que je ne soutiens généralement pas le Hamas. Je ne supporte pas le Hamas. Mais cela ne signifie pas que le gouvernement israélien ou Netanyahou ont toujours raison, ni que vous devez l'apprécier. De même, je connais les opérations militaires en zone urbaine. L'une de mes plus grandes frustrations dans ce conflit, c'est que si quelqu'un veut critiquer le gouvernement israélien ou ses opérations militaires, ça me va. Discutons et voyons ce qui peut être amélioré. C'est pour cela que l'armée fait des retours d'expérience. Mais je demande aux gens de comprendre une chose ici. Une partie de la raison pour laquelle les opérations militaires à Gaza se déroulent ainsi, c'est parce que le Hamas tire profit des pertes civiles. Le Hamas a délibérément fait de sa stratégie la maximisation de ses propres pertes afin de jouer sur la sensibilité occidentale. Pourquoi? Ils ne peuvent pas battre les FDI dans un combat conventionnel. On parle d'hôpitaux, de mosquées et d'écoles. Vous vous demandez pourquoi, selon la Convention de Genève ou les règles de la guerre terrestre, ces lieux sont considérés hors limite. Pourquoi ne pouvez-vous pas mener d'opérations militaires dans ces bâtiments ou cibler ces bâtiments par artillerie ou frappe aérienne, à cause du risque élevé de victimes civiles? N'est-ce pas? Ils ne sont pas censés être des cibles militaires. Que se passe-t-il lorsque votre ennemi en fait une cible militaire? Je n'ai pas le droit de répondre maintenant? Attendez une seconde. Je n'ai pas le droit de répondre maintenant? Je veux dire, je n'ai pas le droit de faire quoi que ce soit. Que se passe-t-il lorsque je dois mener des opérations militaires en zone urbaine? Et une chose que j'aime souligner, c'est que j'étais un béret vert, mais je n'étais pas seulement un béret vert. J'étais béret vert, j'ai suivi le cours séphardique, notre meilleure école de combat rapprochée, ainsi que SAFAO, le cours de combat urbain des forces spéciales. J'ai suivi Ranger School, de tireurs d'élite, l'EMT, le parachutisme et l'assaut aérien. Les États-Unis ont beaucoup investi pour faire de moi un excellent opérateur de combat. Mais quand tu mènes des opérations en milieu urbain, un gamin de 17 ans qui prend une AK-47 pour la première fois et qui tire dans un couloir peut te tuer. C'est un environnement avec beaucoup de pertes. Et les FDI entraient encore dans certains de ces endroits en annonçant qu'ils allaient mener des opérations de combat. Tu sais, ils n'y sont pas obligés selon les règles de la guerre terrestre ou la Convention de Genève, n'est-ce pas? Et pourtant, ils l'ont fait. Pourquoi? Pour minimiser les pertes civiles. Pourquoi le Hamas a-t-il insisté pour qu'il reste? Pour maximiser les pertes civiles. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'un civil meurt à Gaza, l'ONU, Médecins sans frontières, CNN, MSNBC et tous les campus universitaires américains disent « Je n'arrive pas à croire ce que les Juifs ont fait à ces pauvres civils palestiniens. Ils créent une situation impossible. Nous récompensons le Hamas pour avoir tué leur propre peuple. Et le Hamas s'en fiche. Les dirigeants principaux n'en ont rien à faire. Ce sont des milliardaires.
Donc, ce que j'aurais dit respectueusement à Charlie, c'est que nous pouvons discuter toute la journée de la façon dont nous pouvons mieux réduire les pertes civiles lors des opérations de combat. Mais dès l'instant où nous commençons à laisser le Hamas s'en sortir, avec ce qu'il faisait intentionnellement pour provoquer plus de victimes afin de battre les FDI de la seule manière qu'ils connaissent, c'est-à-dire en exerçant une pression extérieure. Nous encourageons ainsi ce type de comportement, pas seulement du Hamas, mais de toutes les organisations terroristes. Il est donc important de faire la distinction. Eh bien, ces mêmes critiques ne s'appliqueraient-elles pas à Israël qui bombarde des églises, des écoles et mène des opérations de ce genre contre le Hamas tout en persécutant les chrétiens? Eh bien, je n'arrive pas vraiment à croire qu'Israël persécute activement les chrétiens. J'ai vu des gens aller chez Tucker et ailleurs parler de la persécution des chrétiens en Israël. Je peux assurer que ni moi ni les chrétiens que je connais ayant visité Israël n'avons vécu cela. Par contre, j'ai vu beaucoup de persécutions contre les chrétiens dans les États musulmans, ce que j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre le niveau d'animosité dirigé contre Israël en ce moment. Ce n'est pas parce que je pense qu'Israël devrait être à l'abri de toute critique, ni parce que je crois que les États-Unis ont une obligation particulière de faire la guerre à la place d'Israël. Ce n'est pas le cas. Je ne pense pas ça, mais en regardant la situation, je ne comprends pas. Je vois des organisations comme le Hamas, qui sont engagées dans un projet de génocide selon leur propre charte, qui, à chaque occasion, se livrent à ce genre d'activités, qui militarisent des écoles, des mosquées et des hôpitaux. Quand des frappes contre batterie touchent ces lieux, on dit « Je n'arrive pas à croire qu'Israël ait bombardé un hôpital ». Mais c'est le Hamas qui en a fait une cible militaire. Et c'est là, encore une fois, que l'on explique pourquoi nous disons aux organisations terroristes qu'elles ne seront pas traitées comme des combattants ou comme des soldats en uniforme si elles agissent et se comportent de cette manière. Ce que nous venons de dire au Hamas lors de ce dernier conflit, et des pays comme la France en particulier, c'est qu'il peut désormais s'en tirer. Pourquoi ne le referait-il pas? Quelles conséquences le Hamas a-t-il subies? Alors écoutez, laissez-moi le dire aussi clairement que possible. La guerre, c'est vraiment terrible. C'est difficile. Et je suis toujours ouvert à entendre de nouvelles façons de faire, encore une fois, plus efficacement pour éviter les victimes civiles. Je suis désolé, mais selon mes connaissances et mon expérience, le Hamas porte la majeure part de responsabilité dans cette affaire. Oui, j'ai déjà fait les calculs. Si, disons, le Mexique entrait en Californie du Sud, certains diraient qu'ils l'ont déjà fait. Let's say. Disons qu'une organisation mexicaine entrait en Californie du Sud et, si on ajuste en fonction de la population entre Israël et les États-Unis, assassinait 40 000 Américains puis en kidnappait 1 200 autres pour les emmener en captivité au Mexique. Quelle serait selon vous la réaction de l'armée américaine dans une telle situation? Je sais quelle a été la réponse après les attaques contre les tours jumelles, car j'y ai participé. Donc, à un certain niveau, j'ai du mal à comprendre pourquoi nous ne comprenons pas la rage absolue qu'ont ressentie les Israéliens après le 7 octobre. Maintenant, cela ne justifie pas de commettre des atrocités. Et dans la mesure où des atrocités se produisent, cela doit être traité et poursuivi en justice. Je pense que cela demande un certain recul. Ma norme, c'est la vérité. J'utilise la logique et le raisonnement inductif et déductif fondés sur des preuves. Désolé. Quelle est votre expérience des opérations de combat? Je veux dire, vous pouvez vous référer à cela, mais en même temps, cela a pris 45 minutes. Tout le pays, c'est Tsahal, donc ils sont tous soldats. Chaque personne dans ce pays est un soldat. Ils sont tous soldats. Dire qu'aucun n'a répondu durant 45 minutes est inexact. Ils n'ont pas répondu pendant 6 à 9 heures. L'idée que personne n'a répondu pendant 6 à 9 heures n'est pas exacte. Je ne sais pas d'où ça vient. Eh bien, c'est ce que disent les informations. Ce sont leurs informations locales, ce sont les informations, ce sont nos informations américaines. Les infos, si vous consultez les rapports. C'est ce qui est écrit. Il est écrit qu'il leur a fallu entre 6 et 9 heures pour réagir. D'accord. Ils n'ont pas mis 6 à 9 heures pour réagir. Je ne sais pas quel reportage affirme qu'il a fallu 6 heures pour réagir. Ce n'est pas vrai. Encore une fois, c'est un autre problème. On croit les médias seulement quand ça nous arrange. Je ne dis pas ça. Je dis juste, tu sais. Eh bien, je peux te dire pour y avoir été, pour avoir parlé à des soldats qui étaient sur le terrain, parlé à des membres de Tsahal sur le terrain, parlé aux gardes qui ont été mobilisés, cette idée qu'il a fallu 6 ou 9 heures pour réagir est fausse, d'après les gens en uniforme qui se faisaient tirer dessus et ripostaient. Alors, est-ce qu'il y a eu un échec, une défaillance du renseignement? Absolument. Non. Est-ce qu'il y a eu un ordre de ne pas intervenir? Je ne peux pas en parler, je ne sais pas. D'accord. Je ne pense pas que ce soit probable, mais je ne sais pas. J'ai un problème avec l'idée de dire « ça aurait dû se passer ainsi parce que j'ai servi dans une unité d'opération spéciale ». Et ne vous méprenez pas, j'adore perpétuer le mythe selon lequel, dans les opérations spéciales, on a une règle. Tu vas me soutenir là-dessus, n'est-ce pas? Il y a une règle. Il y a une règle dans les communautés des opérations spéciales partout dans le monde. Et c'est que nous perpétuons toujours le mythe. Et ce que cela signifie, c'est que lorsque ton ami regarde John Wick et qu'il te regarde en te demandant « Tu peux faire ça ?» ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et puis, quand il quitte la pièce, tu fais «
C'est ça. Donc, tout ce que je dirais, c'est que je suis sûr qu'il y a un certain nombre de choses qui auraient pu être mieux faites le 7 octobre. Je ne peux pas affirmer qu'il y a eu un ordre de ne pas intervenir ou que c'était volontaire. Je connais aussi des personnes ayant réagi bien plus vite que 6 à 9 heures. Merci pour votre engagement et que Dieu vous bénisse. Merci, monsieur. Excellente vidéo. Nick Freitas explique non seulement pourquoi Israël est justifié dans sa guerre à Gaza, mais il démonte aussi beaucoup de mythes sur Israël, en particulier concernant les chrétiens qui se rendent en Israël. Et je pense que beaucoup de propagandistes bizarres qui ne sont jamais allés en Israël essaient de présenter Israël comme une entité anti-chrétienne, alors que c'est exactement le contraire. Quand on va en Israël en tant que chrétien, c'est le seul endroit au Moyen-Orient où la population chrétienne est en réalité en augmentation. Parce que dans tous ces autres pays musulmans, les gens, enfin les chrétiens, utilisent en quelque sorte Israël comme un refuge sûr. Et ils vont en Israël depuis les États islamistes qui les persécutent, qui, vous savez, essaient de rendre impossible le fait d'être chrétien dans leur pays. Et donc, quand des gens comme Tucker Carlson essaient de faire croire qu'Israël est anti-chrétien et que le Qatar ou d'autres États musulmans sont pro-chrétiens, c'est une inversion de la vérité. Il va dire, regardez combien d'églises il y a au Qatar. Il y a 6 églises au Qatar. Elles sont toutes sur des terrains appartenant à l'État. Donc, c'est le gouvernement qui les finance. Regardez comme c'est formidable. Mais en réalité, ce n'est qu'un petit complexe où quelques chrétiens peuvent aller prier et partout ailleurs dans le pays, c'est interdit. Donc, ils n'autorisent pas les chrétiens à créer leurs propres églises et à établir leur propre forme de... Alors qu'en réalité, il ne s'agit que d'une petite parcelle de terrain où certains chrétiens peuvent aller prier, mais vous ne pouvez pas en créer une vous-même. Et en comparaison, Israël offre beaucoup plus de liberté religieuse aux chrétiens pour exprimer leur religion. Et au-delà de cela, une grande partie de l'oppression qui se produise dans ce qu'on appelle Israël ou soi-disant Palestine, il suffit d'aller à Bethléem, d'aller dans des endroits en Cisjordanie, d'essayer d'être ouvertement chrétien là-bas, vous allez avoir des problèmes. Si vous essayez d'exprimer votre religion et de prêcher Jésus, si vous essayez de prêcher le christianisme, vous allez rencontrer des problèmes. C'est donc la réalité. Et donc Nick Freitas nous l'explique. Je le félicite. Je pense que c'est un excellent défenseur d'Israël et vraiment un type formidable dans l'ensemble. C'est quelqu'un que la droite devrait continuer à soutenir. Pas des voix comme Nick Fuentes, comme Tucker Carlson, etc. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus de vidéos. Vous pouvez aller sur buymecoffee.com/JewishUncensored pour en savoir plus. Et allez également sur notre page d'abonnement à la chaîne et rejoignez-nous là-bas aussi. Encore une fois, merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.